à tous ceux qui nous écoutent. Je suis heureuse également d'être parmi vous aujourd'hui et je rends grâce à Dieu également de nous avoir permis de réaliser cette émission à travers ce panel. Donc j'ai fait des études de droit, comme vous le savez, mais avant d'être avocate, j'ai fait du secrétariat. J'ai fait du secrétariat. J'ai eu un diplôme, un bac professionnel en secrétariat. Mais bon, j'étais pas faite pour le métier de secrétaire. Et vous savez qu'en France, quand on est enfant d'immigrés, on nous oriente très vite. Mais bon, comme j'étais brillante, finalement, mes professeurs m'ont encouragée à faire de longues études. Donc j'ai ensuite intégré l'université et j'ai fait un diplôme universitaire, carrière juridique. Ensuite, j'ai eu une licence en droit, une maîtrise de droit, ensuite un master en droit et puis un doctorat en droit. Et lorsque j'ai soutenu ma thèse de doctorat, mes professeurs m'ont dit que j'ai été tellement éloquente, que je m'exprimais tellement bien qu'il fallait que j'aille faire avocat. Donc je suis rentrée à l'école des avocats, je suis restée 2 ans à l'école des avocats, puis je suis sortie en 2011 où j'ai prêté serment. Et ensuite, je suis devenue avocat. J'ai intégré un cabinet sur la place de Lyon pendant presque 2 ans, 1 an et demi. Et ensuite, j'ai voulu créer mon propre cabinet. Donc aujourd'hui, je suis avocate au sein de mon propre cabinet, toujours à Lyon. Est-ce qu'on aime relever les défis? Oui et non. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aime les difficultés? Non. En fait, tout le monde aimerait que sa vie soit facile et qu'il n'ait pas de défis à relever. Mais en même temps, lorsque la vie est trop facile, elle devient vite monotone. Donc, à un moment donné, on a besoin de relever les défis. Oui, j'aime relever les défis quand je sais que les défis vont être gagnés. Mais lorsque je sais que c'est perdu d'avance, j'ai plus de mal. Une fois, mon ancien mentor, qui est également un grand avocat, Maître Bakaya, et c'est lui qui m'a appris d'ailleurs la profession d'avocat, me disait, mais Aminata, tu n'aimes pas perdre. Et je le regarde comme ça, je lui dis, mais moi, je suis pas avocat pour perdre. Moi, je suis avocat pour gagner. Et il me dit, mais il faut que tu apprennes à savoir perdre dans la vie. Alors, pour répondre aux petites filles, oui, j'aime relever les défis et surtout, j'aime gagner. Je n'aime pas perdre. Alors, je ne vais pas dire que je suis mauvaise perdante, mais c'est vrai que je n'aime pas perdre. Et parce que quand je prends un dossier, je pense que je prends un dossier en me mettant à la place du client et en me disant que mon client a raison. S'il m'a fait confiance, c'est parce qu'il avait raison. Et d'ailleurs, on a une clause de conscience, c'est-à-dire on peut ne pas prendre un dossier si on pense que notre client est coupable ou si le dossier ne nous convient pas ou ne convient pas à nos valeurs. Alors moi, quand je prends un dossier, c'est qu'il me convient, qu'il convient à mes valeurs et que je pense que mon client a raison. Donc quand je veux défendre une personne, eh ben j'y vais jusqu'au bout et j'essaie de relever les challenges. Et c'est vrai que quelquefois, et même souvent, j'aime les challenges. Amine, pour ces belles paroles. Oui, alors des anecdotes concernant ce que j'ai vécu en France. Faut savoir que moi, j'ai fait mes études élémentaires, c'était au début des années 80 en France. Donc, il y avait des Africains, mais c'était pas encore l'immigration de masse comme aujourd'hui. Et puis, moi, j'étais dans une école privée, catholique. Il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Et puis, un jour, ma maîtresse habituelle est malade. Et puis, on est dispatché un peu dans les classes. Et puis, moi, je me retrouve en CM2, en dernière année, chez les plus grands. Et puis, ils n'avaient jamais vu une Africaine. Et puis, donc, ils prennent le globe terrestre. Ah, vous venez de quel continent? Donc, je leur dis l'Afrique, mais moi, de toute façon, je suis française, je suis née ici. Et ils me disent, oui, mais vos parents, vous savez bien d'où viennent vos parents? J'avais pas envie de répondre à cette question, donc ils m'ont fait tous les pays africains. Au bout d'un moment, j'ai répondu parce que j'en avais marre. Ils m'ont dit, mais on a fait tous les pays africains, vous n'avez pas répondu, donc je réponds, je dis, bon, ben, moi, c'est le Sénégal, c'est Dakar, la capitale, hein, donc Dakar et tout. À l'époque, il y avait le Paris-Dakar, donc ils font référence au Paris-Dakar. Puis au bout d'un moment, je m'arrête, je leur dis, non, non, je ne veux plus répondre à ça, je ne suis pas là pour ça, parce que tout le monde était autour de moi et j'étais comme la mascotte, un peu l'objet rare, et donc ça m'était très mal à l'aise. Et donc le lendemain, ma mère fait un mot en disant que, en dénonçant ce qui s'était passé. Donc je remercie aussi ma mère parce que ma mère m'a beaucoup soutenue et voilà, elle a quand même dénoncé ce qui s'était passé et voilà. Donc finalement ensuite j'ai passé mon école primaire sans embûche. J'arrive au secondaire, toujours la même chose. J'ai une professeure
qui s'appelle Madame Nakache, qui voulait pas que je devienne avocate. Alors, au début d'année, on demandait à tout le monde, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard dans la vie? Donc, moi, j'ai écrit avocate. Puis elle me dit, non, 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 vous pourrez pas être avocate, vous n'avez pas le profil. Donc, ça voulait dire, en gros, qu'en tant qu'Africaine, je n'avais pas ni le profil, ni quoi que ce soit pour être avocate et qu'il fallait que je puisse rester soit femme de ménage, soit secrétaire. En tout cas, que l'accès à des métiers prestigieux n'était pas pour les Africains. Donc, je me retrouve orientée en secrétariat. Ils avaient fait signer à mes parents un métier une orientation vers le secrétariat. Moi, j'arrive à l'âge de 14 ou 15 ans, je ne sais plus, en lycée. Et mes professeurs étaient étonnés, ils me disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Parce que finalement, vous n'avez rien à faire ici, vous auriez pu faire une carrière normale, hein, une carrière générale. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je dis, moi aussi, je ne sais pas pourquoi. On a fait signer ces papiers à mes parents en leur disant que de toute façon, je serais parmi les premières de ma classe si j'allais en professionnel. Donc, je suis orientée vers le professionnel. Et puis, je tombe sur des professeurs formidables qui m'encouragent à faire des études de droit. J'intègre ensuite le DUT carrière juridique. Et là, tout se passe bien jusqu'en licence. J'ai ma licence en droit. Ensuite, j'ai ma maîtrise. Et à l'époque, c'était aussi sur dossier. À l'époque, université, c'était sur dossier. Et puis, c'était difficile puisque, c'était sur dossier. Donc, il y avait une certaine sélection. Donc, je ne suis pas sélectionnée. Je me retrouve à aller dans une école privée. Donc, j'ai fait un pré étudiant pour pouvoir être intégrée dans une école privée. Et puis, ensuite, pour ma thèse de doctorat, donc je soutiens ma thèse de doctorat. Et puis, entre-temps, le jour de ma soutenance, on me dit, mais comment ça se fait, vous n'avez pas fait votre master à l'université de Lyon. Vous l'avez fait à Lille. J'ai dit, écoutez, et dans un organisme privé, j'ai dit, écoutez, vous n'avez pas voulu de moi. Et elle me dit, mais non, c'est pas possible. Vous auriez dû venir me voir à l'époque. Et donc, c'est là que j'ai su qu'il y avait eu un souci. Mais bon, j'étais passée à autre chose. Oui, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de discrimination, beaucoup d'embûches. Mais je pense que tout ça, ça m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et malgré tout, je pense que ça m'a aidé aussi à pouvoir relever les obstacles. Parce que même dans ma carrière de tous les jours, en tant qu'avocate, on subit des choses qui ne sont pas faciles. Donc des fois, c'est empreint un peu de discrimination, peut-être de racisme, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, tous les jours, en tant qu'avocat, il faut se battre. C'est un monde de requins. Et je pense que ce qui m'est arrivé depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 40 ans que j'ai aujourd'hui, ça me permet aujourd'hui de relever la tête, de relever les défis et d'être plus forte. Merci pour cette question. Alors c'est vrai qu'il y a souvent, quand il y a des difficultés, on se dit mais pourquoi j'ai choisi ces doigts, pourquoi j'ai choisi ce métier? C'est vrai. Ça arrive tout le temps. Tout le monde se pose la question quand on a des difficultés. Mais ensuite, il faut être croyant et je me dis aussi que si j'ai choisi ce métier, c'est que Dieu avait peut-être une volonté et que chacun a sa voie, chacun a sa destinée, que nous, on est simplement des instruments de Dieu. Voilà, on est simplement des instruments de Dieu et on est simplement là pour aider les gens. Alors c'est vrai que abandonner, c'est facile, mais il faut aussi lutter parce que si moi je ne le fais pas, qui le fera et qui va soutenir nos compatriotes qui sont dans des situations difficiles, que ce soit en France ou à travers le monde. Donc à travers ma voix, à travers mon statut d'avocat, je peux me permettre de dire certaines choses, je peux me permettre de dénoncer et si demain j'abandonne et que je n'ai plus statut, ce sera plus difficile. Donc oui, on pense toujours à abandonner parce que c'est simple, mais il ne faut pas abandonner parce que sinon c'est un mauvais message qu'on offre aux autres. C'est une très belle question. Vous savez, l'avocat, il agit, on a une déontologie. On doit facturer en tenant compte également de la complexité du dossier, comme vous l'évoquez, mais également de la situation de fortune du client. Si le client est riche, on va le facturer plus qu'un client pauvre. Donc, j'aimerais dire que ceux qui ont plus d'argent
paye pour les pauvres. Et c'est comme ça finalement en équité. Ça ne veut pas dire que j'ai facturé 2 fois plus, mais disons que mes frais d'avocat vont être entièrement payés pour des personnes qui ont les moyens. Et j'ai des personnes qui ont les moyens. J'ai des chefs d'entreprise, j'ai d'autres personnes qui me payent gracieusement. Et j'ai d'autres personnes que je vais facturer en leur disant ben, ça va vous coûter tant, voilà le prix de mes honoraires. Mais il y a une partie peut-être que vous pouvez me payer petit à petit, et puis peut-être l'autre partie, eh ben, lorsqu'on gagnera le procès, eh ben, je le prendrai sur le résultat, sur l'honoraire de résultat. Donc on arrive toujours à jongler comme ça et à trouver un équilibre. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas facile de joindre le côté social avec le côté du cabinet. D'ailleurs, beaucoup de gens m'en ont voulu parce qu'en me disant, mais Aminata, comment tu vas payer tes frais si ça rentre pas? Mais vous savez que plus vous donnez, plus Dieu vous donne. Il m'est arrivé des fois où je me suis dit, oh mon Dieu, cette fois, ce mois-ci, j'ai pas fait entrer beaucoup d'argent. Et comme par hasard, comme par magie, et moi je pense que la magie n'existe pas, hein, c'est la volonté divine. Et bien il y a un client qui va venir en me disant, mettre son pot, un client assez fortuné. Bon ben voilà, je vous propose, je sais pas, moi 500 euros, 1000 euros. Ouvrez-moi mon dossier, c'est très très urgent, etc. Et c'est comme ça que vous arrivez à combler ben, votre chiffre d'affaires. Alors, il y a la providence, il y a aussi l'organisation, comme je vous dis, hein, les plus riches payent pour les plus pauvres. Mais moi, je crois beaucoup aussi aux bénédictions divines, à la providence. Et je pense que si je suis avocat et si je demeure avocat, c'est parce que Dieu a voulu que je sois avocat et que Dieu me donnera toujours les moyens de poursuivre et de persévérer. En France, il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'associations africaines, mais de plus en plus, les gens ne se focalisent pas à un village ou à une localité, ils se focalisent plus, on parle d'association des femmes sénégalaises ou association des Sénégalais de Lyon, voilà. C'est de moins en moins focalisé sur les villages ou sur les origines. Après, bien sûr, vous avez des associations des Soninké, vous avez des associations d'autres contrées, mais c'est de moins en moins le cas, puisque la jeune génération se définit plus comme africaine ou panafricaine. Voilà, je vous remercie. Oui, Monsieur Manet, oui, c'est vrai que c'est une bonne idée. Malheureusement, moi, je connais le docteur Côté de nom. Maître de Bâti, je le connais pas. Je viens de le découvrir. Et la principale difficulté aujourd'hui, c'est que on ne se connaît pas. Et c'est pour ça que je félicitais ce groupe Brasso en direct, parce que finalement, nous, on est de la deuxième génération, voire de la troisième génération, et on ne se connaît pas. Moi, j'ai grandi en France, j'allais à Simbandi pour les vacances, et c'est vrai que on ne se fréquentait pas et on ne se connaissait pas, et donc finalement, on a coupé les liens, on a coupé les repères, et aujourd'hui, je pense que tout ça, c'est une bonne initiative. Il faudrait que on poursuive dans ce sens-là. Peut-être que les gens de France se mettent en communauté et puissent échanger, notamment les jeunes cadres, comme Maître de Bassy. Alors, j'invite Maître de Bassy à bah, venir sur ce panel ou en tous les cas à me contacter. Et moi, je vais essayer également de mon côté de le contacter. Oui, alors c'est une très, très belle initiative et c'est vrai que ce serait intéressant de se mettre tous en groupe, en collectivité, afin de pouvoir faire des projets de plus grande envergure. Oui, monsieur Ansoumane. En ce qui concerne les personnes que je connais à Simandi Basso, en dehors de la famille Sonkukunda, bon, après, il y a la famille Dabokunda, bien sûr, le fils de Diadia. D'ailleurs, on a un lien sur WhatsApp. Il y a Malamine Sadio, Boubacar Sano, Ansou Soumaré, Soyo Soumaré, la famille Soumaré, voilà, la famille Sadio, la famille Sano, voilà, toutes ces personnes avec la famille Dabo, toutes ces personnes, bien sûr que je les connais, j'en ai entendu parler et d'ailleurs on était en lien. À l'époque, j'étais très jeune, hein, je devais avoir entre 20 ans et 23 ans. Et je voulais restaurer, voire construire une deuxième école en lien avec les autorités françaises, et notamment un député du Rhône qui s'appelait Michel Thérault. Michel Thérault, qui était député du Rhône en France et qui voulait nous aider à construire. Alors finalement, ça s'est pas fait. Bon, j'étais très jeune à l'époque et puis j'ai pas pu suivre le projet. C'était difficile, mais oui, j'ai eu à vouloir m'engager à l'époque pour pouvoir faire des actions. Donc j'ai eu à parler avec des autorités, notamment à l'époque, il y avait un professeur qui s'appelait Côté, voilà,
Donc on échangeait souvent avec Monsieur Côté, Monsieur Amadou Côté. Voilà. Euh, et puis, il y avait également un docteur, puisque Simandi avait un dispensaire. Donc, on discutait souvent et c'est vrai que après, bon, j'ai eu à faire mes études, c'était difficile. J'ai eu aussi à voyager, à faire des séminaires et c'est vrai que pendant longtemps, je suis pas revenue à Simandi, mais on n'oublie jamais d'où on vient et on revient toujours à ses origines. Donc aujourd'hui, bien sûr, j'ai envie de revenir, de m'engager différemment, comme je disais à Madame Diop tout à l'heure, Madame Fatou Diop, Madame Ba. Voilà, cette fois-ci, revenir, m'engager différemment, peut-être en faveur des femmes. Préciser que oui, je suis au courant que je parle des anciens, c'était les amis de mon père. Je parle d'une époque, je parle de il y a plus de 20 ans, donc certains dont Ansou est décédé, ça c'est sûr. Mais bon, il reste la famille Soumaré de Simbandi Brasso. Voilà. On m'avait demandé avec qui je parlais à l'époque. Donc à l'époque, c'était avec ces anciens-là. Mais l'ancien était souvent à Dakar parce qu'il travaillait à Dakar, mais il partait souvent à Simbandi. Et donc moi, comme je transitais entre Dakar et Simbandi, on était souvent en lien. Il nous arrive tout le temps de défendre des clients qui nous déçoivent. Vous savez, quand j'étais à l'école des avocats, on nous disait votre client, c'est votre ami, mais ça peut être également votre pire ennemi. Parce que vous préparez un dossier avec le client et normalement, le client est censé être en accord, en harmonie avec son avocat. Il est censé tout lui dire. Tout lui dire. Et on se rend compte que finalement, souvent, les clients ne nous disent pas tout. Et on découvre souvent des surprises à l'audience et on est obligé d'improviser. Donc c'est vrai que les clients nous déçoivent souvent. Donc je pars du principe que j'écoute ce que me dit le client, mais que je fais en sorte que si le client ne me dit pas tout, j'essaie d'improviser ou de faire un plan A, plan B pour voir finalement comment je peux faire si le client m'a menti et si ce qu'il me dit c'est pas vrai. Alors je vais vous donner une anecdote. Un jour j'ai un client qui m'amène une facture en me disant voilà j'ai la preuve de mes dommages et intérêts. Regardez maître, j'ai une facture, mon bien valait un temps. Et je me suis rendu compte que cette facture, c'était une fausse facture. C'était lui-même qui l'avait établie sur son ordinateur. Et finalement, on l'a donné à la juridiction. Elle était bien établie, hein, cette facture. Donc, c'était une vraie fausse facture, mais c'était une fausse facture, puisqu'on avait en fait la boutique qui existait réellement qui nous a dit ben non, ça ne correspond pas en fait à une référence de chez nous. Et on dit tiens, cette personne, on ne la connaît pas. Elle n'est jamais venue acheter son bien chez nous. Bon. Donc, c'était une fausse facture. Donc, j'appelle le client, je lui dis, écoutez, monsieur, vous m'avez donné une fausse facture. Maintenant, on fait comment? Donc, voilà. Souvent, on a des clients qui nous déçoivent comme ça. Et je lui ai dit, écoutez, on aurait pu utiliser un autre stratagème pour démontrer vos dommages et intérêts sans utiliser de faux documents. Voilà. Donc, ça, c'était simplement une anecdote. Concernant l'autre question sur le droit, la différence entre le droit français et européen, elle est fondamentale aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas forcément une grosse différence. Il y a ce qu'on appelle en France la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, c'est en fait les textes et les lois sont hiérarchisées, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus fortes que d'autres. Et il faut savoir que il y a d'abord le droit international, donc toutes les conventions internationales et les conventions bilatérales qui sont signées entre États prévalent. Ensuite, vous avez le droit européen, qui est le droit de l'Union européenne, de la Commission européenne, etc., avec la Convention européenne des droits de l'homme et d'autres textes. Et ensuite, vous avez la Constitution française, et ce qu'on appelle le droit français. Le droit français qui doit reprendre dans son ensemble et qui ne doit pas être contraire ni aux conventions européennes ou aux résolutions européennes qui sont signées par les États partis, ni même aux conventions et aux normes internationales qui ont été ratifiées et signées par la France. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, ce qui peut expliquer dans certains cas
des différences parce que certains États n'ont pas signé ou ratifié certaines conventions internationales ou d'autres États ont refusé de ratifier certains actes ou traités européens. Ça, c'est plus rare, mais ça arrive. Vous avez vu l'histoire du Brexit avec l'Angleterre, donc il y a des exceptions comme ça en matière de droit. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, en ce qui concerne la recherche de partenariat, en ce moment avec le Covid, c'est difficile. Et vous savez que beaucoup de pays sont dans une crise sanitaire internationale sans précédent. Et beaucoup de pays ont face à eux une crise économique. Il faut savoir aussi que la France va avoir en septembre prochain une grosse crise économique et que beaucoup de sociétés vont fermer à cause de cette crise sanitaire puisque l'économie a été arrêtée pendant plusieurs mois et beaucoup de structures sont en train de restructurer leur fonds de commerce ou en train de liquider leur structure. Dans le cadre de cette conjoncture, c'est assez difficile. Il faudrait peut-être voir ce qu'on peut faire sur 2021, voire 2022, mais actuellement, on a beaucoup d'incertitudes face à cette crise sanitaire sans précédent. Alors, c'est vrai, je suis avocat, mais moi, j'ai tendance à dire la vérité, même quand elle fâche. Moi, je pars du principe que la Cour pénale internationale a été créée uniquement pour juger les chefs d'État africains. Parce que, à part les chefs d'État africains, qui juge-t-on principalement à la CPI que les nôtres? On a tendance à dire ou à considérer l'homme noir ou l'homme africain comme un enfant, en considérant que le peuple n'est pas mûr pour juger ses dirigeants, que le peuple est corrompu, que le peuple n'est pas mûr pour mettre en place des instruments judiciaires et un procès équitable pour juger de manière correcte un dirigeant africain. Alors que moi, je pars du principe que juger une personne loin de son pays sans avoir forcément tous les éléments à disposition et en se fondant sur certainement des fois des préjugés ou des on-dit, comme ce qui s'est passé avec Gbagbo. Gbagbo, c'était simplement des préjugés. On s'est rendu compte que finalement le dossier était vide. Je pense que cette Cour pénale internationale n'a aucun sens à ce jour. Voilà ma position. Oui, alors concernant le problème des étudiants, ce problème est récurrent. D'ailleurs, chaque année, on a des soucis avec le renouvellement de type de séjour, le renouvellement de droit au logement des étudiants. Il faut savoir que même ma secrétaire se trouvait dans cette situation. J'ai d'autres étudiants qui viennent chaque année me voir et on arrive à se trouver des solutions à leur situation. Alors, pas tout le temps et pas directement, souvent. Souvent, ça nécessite des procédures et ça nécessite peut-être 2 ans de procédure. Mais lorsque les étudiants m'écoutent, parce qu'il y a aussi le conseil de l'avocat, et il y a aussi une partie de l'étudiant hein, qui doit lui-même remplir l'ensemble des conditions qu'on lui demande, c'est-à-dire prouver ses conditions d'existence sur place. Bon, ça, c'est pas le plus difficile parce qu'on arrive toujours à se débrouiller pour ça. Mais sinon, prouver l'évolution des études. Et souvent, ce qui se passe avec les étudiants, c'est que lorsqu'ils arrivent, ils sont confrontés à beaucoup de soucis et ils ont du mal à évoluer dans leurs études. Et donc, je leur dis, oui, l'avocat est là pour vous aider. L'avocat va faire les démarches, mais vous aussi, vous devez être assidu dans vos études et vous devez revenir avec un diplôme. Et généralement, lorsque les étudiants m'écoutent, ils sont assidus, ils reviennent avec leur diplôme, ils reviennent avec toutes leurs conditions. On arrive à leur trouver des titres de séjour. Et j'ai aidé plusieurs étudiants africains. J'ai même eu certains étudiants qui m'ont été envoyés par l'ambassade du Sénégal en France et par le consul du Sénégal à Lyon. Donc oui, je m'occupe de ces dossiers-là et je pense que j'ai d'assez bons résultats puisque je travaille même directement avec les autorités. Alors l'objectif de FLISA, c'était de créer un fonds à l'endroit des jeunes Africains, parce qu'on a été très touchés par les jeunes qui prenaient les pirogues pour venir sur les côtes espagnoles ou pour venir en France. Moi, je disais toujours, vous savez, l'Eldorado,
et peut se trouver n'importe où vous êtes aujourd'hui. Moi, j'ai des clients qui sont en Afrique qui sont milliardaires, qui sont même plus riches que moi qui suis en France. J'ai des clients qui sont au Niger, qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont au Sénégal, qui sont au Burkina, qui sont partout en Afrique et qui ont des fortunes. Et donc, l'objectif de ce fonds, c'était d'aider ces jeunes, plutôt qu'à prendre des pirogues, à dépenser entre 1 million et 5 millions de francs CFA, et ben, utiliser ces mêmes fonds pour pouvoir créer des sociétés, pour pouvoir créer des structures et ainsi, alors peut-être pas devenir milliardaire, peut-être pas devenir millionnaire, mais en tout cas vivre décemment. Parce que, comme je vous le dis, l'Eldorado, il se trouve n'importe où sous cette terre. Donc voilà, ça c'est l'objectif de FISA. Maintenant, FISA, le siège de FISA est en France, à Lyon. Et on avait été reçu par le vice-président du Burundi. Ensuite, il y a eu des événements au Burundi, donc ça a été difficile puisqu'il voulait qu'on mette le siège au Burundi. Moi, étant d'origine sénégalaise, je veux installer peut-être une succursale de FISA au Sénégal, mais actuellement les actions sont plutôt en faveur du Sénégal puisque moi étant d'origine sénégalaise. Mais c'est vrai que FISA c'est l'Afrique et c'est 55 États, donc on peut intervenir partout en Afrique. Alors j'ai eu à prendre en charge le dossier d'une personne, tout le monde en a entendu parler, Mayang Diop. C'est une jeune fille d'origine sénégalaise qui est de la commune de Yeumbeul, au Sénégal, et qui est partie pour un avenir meilleur en Arabie Saoudite. Elle pensait avoir une vie meilleure, avoir de l'argent et puis ensuite peut-être retourner au Sénégal. Simplement, les choses, elles se sont passées différemment. Arrivée sur place, elle n'a connu que maltraitance et puis une vie d'esclave. Elle n'a pas supporté et puis finalement, elle a, euh, elle a commis un homicide volontaire, involontaire. Ensuite, bon, les qualifications sont différentes en fonction de l'endroit où on se passe. En tout cas, elle a commis un homicide volontaire sur la personne de l'épouse de son employeur, donc de son employeur. J'ai eu à prendre ce dossier qui a été ensuite très politisé. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait connaître au Sénégal le procès de Mbayang Diop, cette jeune fille qui est aujourd'hui condamnée à mort et qui est dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite. Voilà, donc ce dossier, c'est l'un des dossiers qui m'a le plus marqué parce que c'est un dossier délicat, c'est un dossier sensible et c'est un dossier qui fait appel à une certaine forme d'humanisme et qui reste émouvant. Après, bien sûr, dans ma carrière, j'ai eu d'autres dossiers qui m'ont marqué. J'ai eu le dossier de cette jeune femme que j'ai défendue, qui est venue en vacances avec ses enfants, dont le mari français est décédé et qui s'est retrouvée dans une situation presque de séquestration avec ses beaux-parents en France et que j'ai aidé à retourner au Sénégal. Je me souviens des nuits blanches que je faisais en me demandant si elle était bien arrivée, si tout se passait bien, en élaborant une stratégie pour qu'elle puisse retourner au Sénégal. Oui, ce dossier-là m'a marqué. Il y a un autre dossier qui m'a marqué, c'est l'un de mes premiers dossiers et qui m'a fait connaître en France. C'est le dossier d'un jeune homme qui accusait David Hallyday, un chanteur français, de plagiat. Donc voilà, donc ce dossier également m'a marqué. J'ai d'autres dossiers aussi qui m'ont marqué. Les premiers dossiers que j'ai eu à défendre au Sénégal. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je plaide de moins en moins au niveau international, mais j'accompagne plus mes clients, qui sont des hommes d'affaires. Donc je les accompagne plus dans leur métier. Je les conseille. J'essaie de rédiger leurs contrats, de les suivre. Voilà, je fais un peu des deux parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut faire de l'humanitaire, il faut être humaine, mais il faut qu'on puisse vivre de notre métier pour pouvoir être efficace. Ce dossier, en fait, comme je l'ai dit, il est compliqué parce que quand vous mêlez politique, diplomatie, judiciaire, ça devient compliqué.
On attend en fait, elle est condamnée à mort par décapitation et on attend en fait que les enfants grandissent, qu'ils aient tous atteint la majorité pour pouvoir savoir s'ils vont la gracier. Ce sont les enfants qui vont décider du sort de Mayang Diop, savoir s'ils vont gracier ou pas cette dame, en espérant qu'ils vont la gracier et que entre-temps, eh ben, on aura peut-être des politiques ou des hommes politiques dignes de ce nom et qui pourront faire quelque chose en matière de diplomatie pour éviter le pire. Vous savez, à l'époque, j'avais contacté le Quai d'Orsay français parce que moi, si je devais me rendre en Arabie Saoudite, j'aurais été protégée par l'État français. Et ils m'ont dit, bah, c'est dommage que cette femme ne soit pas française. Parce que je pense que si elle avait été d'une autre nationalité, je ne vais pas dire qu'elle ne serait pas dans le couloir de la mort, mais elle aurait été peut-être jugée, mais elle aurait fait sa peine dans son pays d'origine. Voilà ce qui est difficile chez nous, c'est que nous n'avons pas les hommes politiques à la mesure de nos ambitions. Et je faisais partie de PASTEF, du mouvement d'Ousmane Sonko. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de propositions de part et d'autre, même du parti au pouvoir. Vous savez, la politique, c'est des convictions. Et on se lance en politique quand on est sûr de pouvoir faire quelque chose. Moi, j'ai été candidate aux élections législatives en France pour Ousmane Sonko. C'était les députés de la diaspora. Bon, je crois qu'on est arrivé troisième à l'époque, parce que Ousmane Sonko n'était pas connu. Mais j'y suis allée en sachant que, de toute façon, on ne serait pas élu. Aujourd'hui, j'ambitionne pas d'avoir un poste politique parce que, comme je le disais précédemment, la politique, c'est compliqué. La politique, c'est des convictions. Et la politique, c'est aussi sale, ça peut le devenir. Et quand vous avez une force de caractère, des valeurs, etc., vous ne pouvez pas faire de politique parce que vous ne pouvez pas mentir aux gens. Moi, je ne peux pas venir quelque part et dire je veux faire quelque chose si je ne le fais pas. Et beaucoup d'hommes politiques mentent. Moi, je ne sais pas faire ça. Si je m'engage et je fais ce que je peux faire. Je ne ferai jamais ce que je ne peux pas faire, je ne dirai jamais ce que je ne peux pas faire. Donc, je ne pense pas que je sois faite pour la politique. En tous les cas, aujourd'hui, je n'ambitionne pas de faire de la politique. J'envisage de faire des choses concrètes pour aider les miens. Je pense qu'on fait de la politique à un autre niveau. Ce que j'ai fait avec le dossier Mayang Diop, c'est peut-être politique, je ne sais pas. Mais moi, je l'ai fait du côté judiciaire. En tout cas, pour voir un poste politique, que ce soit député, ministre ou conseiller municipal ou maire, ne m'intéresse pas dans l'immédiat. Ce que je souhaite, c'est simplement pouvoir aider à mon échelle et de manière humble les personnes qui ont besoin de moi. Alors, en ce qui concerne l'avocat, vous savez, en France, il y a eu une campagne qui s'est intitulée Jamais sans mon avocat. C'était en référence au film Jamais sans ma fille. C'est-à-dire que on conseillait à tout le monde la première chose à faire, si vous avez une difficulté, c'est d'appeler son avocat. Et d'ailleurs, c'est ce que je dis à mes clients. Je dis, vous savez, les hommes riches, ils connaissent parfaitement leurs droits. Et quelqu'un qui est riche, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va dire, attendez, j'appelle mon avocat. Et malheureusement, les personnes qui sont peut-être pas très instruites et qui ont moins d'argent vont pas dire cette phrase, attendez, j'appelle mon avocat. Alors que c'est la première phrase à faire quand on ne sait pas, quand on se retrouve dans une situation difficile ou délicate, dans n'importe quel pays que ce soit, c'est d'appeler un avocat. Voilà, attendez, j'appelle un avocat. Et aujourd'hui, on se rend compte que de partout dans le monde, il y a des avocats sénégalais, et ça, c'est une richesse. En France, il y a des avocats sénégalais, en tout cas d'origine sénégalaise, partout. Alors peut-être pas en Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite, c'est encore autre chose, mais en Chine, n'importe où, moi j'ai vu des Sénégalais, et même s'il n'y a pas d'avocats sénégalais, il y a une communauté sénégalaise qui est très organisée, et on vous trouvera toujours un avocat pour défendre vos droits. Donc, quoi qu'il en soit, la première chose à faire, c'est toujours faire appel à un avocat. Et, vous savez, quand je suis venue à Kindombalkunda, j'ai voulu passer par Simandi Brasso. Sauf qu'on est parti trop tard, on est parti tard de Kindombalkunda, on n'a pas pu passer à Simandi Brasso, même si c'est à une dizaine de kilomètres, et on était très fatigués. Vous savez, la route, elle est pas bonne. Ça reste encore loin, même s'il y a le pont entre Sénégambie.
Oui, alors je pense revenir au Sénégal, peut-être décembre, peut-être janvier, peut-être février, je ne sais pas. Et puis aujourd'hui c'est compliqué parce qu'il y a cette crise sanitaire avec le Covid. Et quand on vient, on ne sait pas si on va être mobilisé sur place, si on va être mis en quarantaine, si on va, voilà, quelles sont les conditions de retour. On peut venir, mais on ne sait pas encore les conditions de retour. Donc, tant que c'est pas clair, je n'envisage pas de voyager, que ce soit ni au Sénégal ou ni dans aucun pays du monde. Vous savez, tout est en stand-by actuellement. Donc, ce qui est difficile et pour les affaires et pour les actions humanitaires. Par contre, oui, dès que tout ça sera mis en ordre, je compte bien venir dans la région de Casamance, donc Quinton-Balconda, et puis je passerai faire un crochet à Simandi-Brasso, bien sûr, parce qu'il faut quand même que je retourne voir la terre de mes ancêtres. Voilà. Alors, les questions pièges. Le maire de Simandi-Brasso, je crois qu'il s'appelle Cissé. L'imam de Simandi Brasso, d'Enfa, l'ancien. Il y a à Simandi Brasso, alors je ne sais pas si c'est ville, commune, j'ai pas tout compris, mais à l'époque, je sais qu'il y avait entre 15 et 20 000 habitants. Ça évolue chaque année, donc je dirais entre 15 et 25 000, ça dépend. Mais sachant que Simandi Brasso, c'est une sous-préfecture, donc je ne sais pas si vous me parlez de la communauté de communes, de la ville en elle-même, ou voilà. Mais en tout cas, Simandi Brasso, c'est la ville en elle-même, et c'est une sous-préfecture aujourd'hui. C'est la sous-préfecture qui s'appelle Simandi Brasso. D'ailleurs, il y a un sous-préfet. Il y a quatre, je crois, communes qui sont regroupées en communauté de communes la communauté de communes s'appelle Simandi Brasso. Et moi, je connais très bien le maire de Dioudobou, qui est un des maires de la communauté de communes. Voilà. Euh, En ce qui concerne la troisième question et dernière question, je crois que vous m'avez demandé les lieux que je connaissais à part la maison familiale. C'est vrai qu'il y a le quai d'embarquement. La quai d'embarquement pour prendre la pirogue direction Sédiou, c'est pas vers la maison, c'est de l'autre côté. Sinon, il y a le marché, la place du marché. Euh, après, vous savez, à l'époque, c'était pas du tout pareil puisque c'était pas aussi développé. Il n'y avait pas de lotissement, donc les repères ne sont pas les mêmes. Mais aujourd'hui, en tout cas, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était le fleuve et la rive. Vous savez, il y a un fleuve qui est salé au Simon des Brasseaux et pour moi, c'était l'une des plus belles places du monde puisque quand on prenait des photos, on avait l'impression de se retrouver sur les plages d'Hawaï. Donc pour moi, ça m'a marqué, ça a marqué mon enfance. Et mon grand-père avait, comme je le disais, un grand terrain au bord de ce que vous appelez la mer, au bord du fleuve Sénégambie. Et ouais, ça j'aimais beaucoup. Et voilà les souvenirs que j'avais de mon enfance. Oui, bien sûr, j'ai passé plus d'une nuit ou deux nuits à Simandi. Quand on dormait soit dans la maison familiale. La première année, on a dormi dans la maison familiale, la maison de mon grand-père. Ensuite, on a dormi dans la maison de mon père, parce que mon père avait construit une maison près de la route, sur la route principale de Simandi-Brasso, parce qu'à l'époque, c'était pas du tout lotissé. Donc, voilà. Et on parlait plus de maisons, à côté de telle maison. Par exemple, il y avait la famille Dabo, il y avait des Peuls aussi de Simandi. Voilà, et on se repérait plus comme ça, de maison en maison. Et il n'y avait pas de lotissement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que mes repères, je les ai, mais ils sont certainement différents. Je pense que quand je vais retourner, j'aurai, voilà, j'aurai de belles, euh, de belles surprises, puisque toujours ça évolue et ça évolue du bon côté. Simandi se trouve dans la région de Sédiou. Je n'ai pas la réponse des autres questions. Non, non, je connais pas du tout. Si vous m'aviez dit Djoudoubou, je pouvais répondre parce que j'y suis allée en 2020. En 2006, comme je vous dis, c'était pas clôturé, donc je peux pas vous dire. Moi, j'ai mes repères maison par maison et ville par ville. Mais à l'époque, je me souviens quand on faisait les mandats, on mettait Simbandi Brasso, région Sédhiou, département de Tanak. Mais peut-être que ça a changé. Puis vous savez, quand il y a la loi électorale avec les codes électoraux,
tout change. C'est vrai que Simone Librasso fait partie de Goudomp aujourd'hui. Monsieur Manet, merci beaucoup. Merci pour l'interview. Donc, c'est vrai que mon père qui m'a guidé dans mes réponses est là, ma mère également. Tout le monde est content et il vous souhaite le bonjour. Il remercie toutes les personnes de Simone Librasso, la famille, les amis, tous les auditeurs, tous les panélistes et tous ceux qui participent de loin ou de près. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle journée et un bon week-end. À tout à l'heure. Oui, bonjour Monsieur Wandifa Mané. Bonjour à tous. Oui, alors cette question, elle est éminemment sensible et politique. En ce qui concerne la montée des nationalismes, j'aimerais dire que en temps de crise, et en temps de crise économique, là, il y a toujours eu une montée des nationalismes. Et d'autant plus aujourd'hui, c'est-à-dire que le groupe majoritaire a toujours dénigré et dénoncé les minorités en temps de crise économique et mettons tous les maux de la société à l'endroit des minorités. En fait, il disait à chaque fois, oui, c'est à cause des minorités que nous souffrons. Et d'ailleurs, c'est ce qui a poussé en Allemagne la montée du nazisme avec ce qu'on a connu, hein, on a connu la Seconde Guerre mondiale et l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors, en ce qui concerne M. Zemmour, par exemple, il faut savoir que M. Zemmour, en France, a été condamné pour certains de ses propos qu'il a conduits à l'égard de certaines minorités, notamment des musulmans. Il a été condamné par la justice. Par contre, M. Zemmour est soutenu par les médias. Donc aujourd'hui, on se rend compte que on se prévaut de la liberté d'expression au détriment des droits des minorités. Alors c'est vrai que ce n'est pas une justification. La seule et l'unique justification possible à ces montées-là serait des sanctions judiciaires. Elles existent, les sanctions judiciaires, puisque certains ont été condamnés, mais disons que elles ne sont pas répétitives, ces condamnations, et elles ne sont pas constantes, puisque derrière, il y a des groupes de soutien qui se montent et notamment certains groupes qui dénoncent l'atteinte à une certaine liberté d'expression. Donc, vous avez également le cas de Dieudonné. Dieudonné qui a été condamné par la justice, mais Dieudonné, c'est encore différent, parce que Zemmour fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle un groupe majoritaire et pas d'une minorité. On peut considérer que Dieudonné a des propos racistes, antisémites, mais il fait partie d'une minorité, c'est-à-dire qu'il est d'origine africaine, d'origine camerounaise, et il est métis, Dieudonné. Donc il y a deux points de mesure. Et la seule solution aujourd'hui, c'est la réponse judiciaire. Et puis, en pratique, il y aurait peut-être une autre réponse. Ce serait la réponse visant à s'organiser en association. En ce qui concerne mon installation en Afrique et notamment au Sénégal, j'ai songé. Il faut savoir que c'est pas facile parce que en tant qu'avocat français, quand on va dans un autre pays, on nous regarde toujours de manière intrusive un petit peu. Alors c'est vrai que le Sénégal, c'est le pays de la teranga, mais les avocats sénégalais voient toujours d'un mauvais œil un avocat étranger qui vient s'installer. Aujourd'hui, je travaille avec des avocats sénégalais sur place. C'est vrai que j'ai des dossiers au Sénégal parce que certains clients veulent s'attacher à mes services. Et généralement, je passe par des confrères sénégalais sur place. Mais c'est vrai que j'avais envisagé dans un futur lointain, ou moyen proche, hein, pas tout de suite, mais peut-être dans quelques années, de pourquoi pas solliciter une inscription au barreau de Dakar. Je plaide moins qu'avant. Je suis plus dans le conseil, mais il m'arrive quand même de plaider. J'aime bien plaider, mais on plaide toujours les dossiers qui nous plaisent. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir choisir un petit peu les dossiers qui me plaisent.
et les clients que je souhaite défendre. Mais c'est vrai que je suis plus à l'aise en droit international puisque j'ai un doctorat en droit international, en droit des affaires aussi. Parce que j'ai un master en droit des affaires, je fais du droit du travail, voilà. Je suis généraliste, hein. Euh, voilà. Mais c'est vrai que de plus en plus, je fais essentiellement du droit des affaires. Vous savez, j'ai eu des propositions en France politiques, hein, à l'instar de Ramayad ou de Sibengaï à l'époque. Moi, j'ai toujours refusé. Et quand vous écoutez les témoignages, notamment de ma secrétaire, elle a dit que j'ai toujours refusé parce que moi, j'avais des convictions. Et quand je partais, je leur disais, écoutez, voilà, moi, je veux bien y aller, mais qu'est-ce que ça va faire pour ma communauté? Qu'est-ce que ma communauté va avoir si moi je deviens ministre, député ou je ne sais quoi. Et à l'époque, les gens me regardaient bizarrement, ils me disaient, mais Minata, je comprends pas. Je dis oui, moi je veux bien un poste, d'accord. Et tous ceux qui sont derrière, je leur dis quoi? Comment je vais les regarder demain? Parce que si moi je mange et que les autres ne mangent pas, ça sert à quoi? Et donc, eux m'ont dit que limite j'étais folle et qu'ils n'avaient jamais entendu une personne se positionner ainsi. Donc oui, j'ai eu des propositions et d'ailleurs j'ai refusé certains postes parce que ça n'apportait rien à ma communauté. Et j'ai décidé de faire soit la politique autrement, soit de pas en faire, de rester en marche et d'essayer de dénoncer, de faire agir les choses différemment. Et j'ai fait agir les choses, notamment au sein du barreau à Lyon, en France, mais de manière différente et toujours avec discrétion. Moi, mon but, c'est pas d'être, comment on appelle ça, célèbre ou d'avoir un nom ou d'avoir un titre. Mon titre, je l'ai, c'est le titre d'avocat. Mon but, c'est d'aider les gens et d'être le porte-voix des plus faibles. Oui, en fait, on est obligé d'être actif dans le sport parce qu'on a beaucoup de sollicitations. J'ai été sollicitée par l'OL pour être un de leurs partenaires à l'époque. C'est vrai que je j'ai jamais trop été sportive, mais c'est vrai que avec le temps, on est obligé de s'intéresser au sport. Et puis, j'ai eu des demandes d'intervention au niveau de joueurs qui souhaitaient être recrutés par tel ou tel club sportif. Après, j'ai également des clients qui sont agents de joueurs. Voilà. Oui, alors ça c'est une très très belle question. D'ailleurs, à chaque fois quand je vais au Sénégal, vous savez la problématique qui se pose, c'est les grèves des enseignants. Et les grèves des enseignants, la population généralement est un peu frustrée parce que elle ne comprend pas, mais en même temps, elle vous comprend parce que il est vrai qu'au Sénégal, les enseignants sont très extrêmement mal payés, alors que vous devriez être l'un des corps de métier, être le mieux payé de la fonction publique parce que c'est vous qui représentez l'avenir du pays. S'il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de jeunesse et la jeunesse n'est pas éduquée. Donc, je comprends vos revendications, je comprends que vos salaires soient mal payés, que vous soyez payés en retard, parce que souvent vous n'êtes même pas payés en temps et en heure, que vos primes ne soient pas payées. Tout ça, je l'entends et je le comprends. Et c'est vrai que en tant que syndicat, vous devriez avoir des moyens afin de revendiquer vos droits. Alors c'est vrai qu'il y a la grève, mais la grève, elle entraîne beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement, et c'est l'une des seules méthodes qu'ont pu trouver les syndicalistes sénégalais. Il y a d'autres méthodes, hein. Celle de faire des injonctions à l'État sénégalais, celle d'organiser des manifestations, et il y a une méthode encore plus extrême d'engager la responsabilité de l'État sénégalais à travers la Cour suprême du Sénégal, mais également à travers devant la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui vous avez un organe suprême, un organe judiciaire suprême qui permet d'engager la responsabilité des États au niveau international et au niveau panafricain. Donc je pense que ça, ce serait la solution. Et cette voie n'a jamais été explorée. Et je pense que si le Sénégal est condamné une fois, deux fois, trois fois, là, vous aurez gain de cause et là, vous pourrez être entendu. Alors, c'est vrai que l'idée, c'est pas forcément de mettre en place un cabinet de consultance. J'ai déjà mis en place
une association qui souhaite œuvrer dans ce sens, hein, afin d'obtenir des fonds pour essayer de guider les jeunes. L'idée, ce serait peut-être de regrouper plusieurs personnes et plusieurs personnalités, notamment ici de la Casamance, pour essayer de faire quelque chose. Vous avez parlé de Sadio Mané, vous avez parlé de moi-même. On m'a indiqué qu'il y avait également un avocat à Bordeaux. Peut-être regrouper des personnalités issues de la Casamance et voir ce qu'on peut faire ensemble. Parce qu'une seule personne ne peut pas tout faire. Collectivement, je pense qu'on est plus fort et qu'on peut avoir un impact national, voire international fort, et même localement pouvoir soutenir la jeunesse de la Casamance et notamment du Brassau. Alors, il faut savoir que dans le métier du droit, il y a de plus en plus de femmes qui sont avocates, en tout cas en France. Au Sénégal, peut-être moins, je sais pas. Mais en tout cas, en France, il y a beaucoup, beaucoup de femmes et on est plus de femmes que d'hommes en tant qu'avocat. En tant que magistrat, de plus en plus également, il y a de femmes qui deviennent juges également. Donc finalement, quand on plaide, on a moins ce problème-là. Mais ça arrive, hein, ça arrive avec des vieux juges qui sont conservateurs. Ça peut arriver d'avoir ce genre de problème ou comment on appelle ça, des expressions machistes. Alors moi, ça m'est pas arrivé en audience. Par contre, ça m'est arrivé une fois. Je vais vous raconter une anecdote. Ça m'est arrivé une fois. Je défendais donc ce client qui est docteur et qui a failli y être radié de l'ordre des médecins. Donc je le défendais. Et puis on arrive en audience et la commission donc de discipline de l'ordre des médecins était principalement composée d'hommes. Il n'y avait qu'une seule femme et puis les autres c'était des secrétaires. Et donc le président de la commission, qui était un docteur hein, d'une soixantaine d'années, presque à la retraite, avait du mal à voir devant lui une femme noire plaider. Donc il m'a très très mal parlé. Je le fais jamais, hein, mais ce jour-là, j'ai soulevé l'incident de procédure, j'ai écrit à mon bâtonnier, je l'ai mis devant ses responsabilités et j'ai marqué le coup. Et puis plus tard, alors la personne, son hiérarchique, son N+1 lui a demandé de me faire des excuses, chose qu'il n'a jamais faite parce qu'il était tellement fier. Mais je suis revenue vers lui lors de la deuxième audience, après cet incident, et je lui ai dit ce que je pensais en face, en lui disant que j'avais écrit ce courrier, que j'avais pas l'habitude de faire des choses comme ça, parce que je trouvais ça inadmissible, que je suis avocat et qu'il doit me traiter avec respect. Et moi aussi, je le traiterai avec respect si lui me traite avec égard. Et donc, ce jour-là, je me souviens, il avait les larmes aux yeux parce qu'il n'avait jamais eu en face de lui une femme qui l'a remis en place. Alors, c'est pas juste dû à ma couleur de peau, c'était plutôt dû, cette fois-ci, je pense, au fait que je sois une jeune fille qui l'ait un petit peu secouée. Donc, voilà, on a des difficultés, mais on se bat. Et lorsqu'on est dans la vérité et dans la justice, on arrive quand même à avoir gain de cause. Et puis, ce jour-là, j'ai obtenu l'absence de radiation de mon client. Donc, mon client est toujours docteur. Donc, voilà, il y a de belles histoires comme ça qu'on se plaît à raconter et qui nous marquent et qui permettent aussi de s'inscrire hein, dans une réputation et ensuite d'être respecté. Les troisièmes mandats, je pense que pour moi, la réponse, elle est simple. Il s'agit d'une violation de la Constitution. Et de plus en plus, des voix s'élèvent comme le président de Guinée-Bissau, pour dénoncer les troisièmes mandats. Donc, pour moi, il n'y a pas de troisième mandat. La Constitution dit 2 mandats. On doit respecter les textes et les textes sont clairs. 2 mandats, c'est pas un troisième mandat. Voilà. Donc, c'est une violation constitutionnelle. Comment utiliser les nouvelles technologies pour devenir avocat? Il y a des cours en ligne. Les universités utilisent déjà les nouvelles technologies pour permettre aux gens d'accéder aux cours en ligne. Il y a de très très grandes universités comme Harvard, l'école de droit d'Harvard aux États-Unis. Il y a la Sorbonne aussi qui donne des cours en ligne. Donc vous pouvez, depuis n'importe quel pays, avoir des cours en ligne et vous inscrire dans n'importe quelle université et avoir des diplômes sans être présent
voilà, derrière votre ordinateur. Et je pense que ça va être de plus en plus le cas avec ces histoires de Covid. On s'est rendu compte que de toute façon, les cours à distance souvent étaient obligatoires hein, dans le cadre de crise sanitaire comme on a pu le voir. Donc j'espère que j'ai répondu à votre première question. Pour être un avocat fiscaliste, il faut déjà être avocat. Donc il faut avoir au minimum une maîtrise de droit. Ensuite, que ce soit en France ou au Sénégal, il faut passer ce qu'on appelle le concours du barreau ou l'examen d'entrée au barreau, qu'on appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Donc, il faut être admis lors de ces examens. Alors, c'est vrai qu'il y a une différence entre la France et le Sénégal, mais en tout cas, avant d'être avocat fiscaliste, il faut d'abord être avocat. Ensuite, vous pouvez choisir votre spécialité. Alors, soit vous avez déjà choisi une spécialité lors de vos études, hein, c'est-à-dire que vous avez fait un diplôme de type fiscaliste, soit vous intégrez ensuite un cabinet et vous étudiez la fiscalité dans le cadre de ce cabinet et ensuite vous demandez à vous faire prévaloir d'une spécialisation en tant qu'avocat fiscaliste. Mais il faut savoir que pour devenir avocat fiscaliste, il faut déjà être avocat et ensuite vous choisissez votre spécialité. Ça peut être fiscaliste, ça peut être droit international, ça peut être droit du travail. Pour être avocat, il faut déjà avoir le bac, ce qu'on appelle le baccalauréat. C'est le dernier diplôme qu'on passe hein, au lycée. Vous passez toutes vos scolarités et vous arrivez au lycée. Ensuite, vous passez donc votre diplôme qu'on appelle baccalauréat. C'est le diplôme de fin d'études secondaires au lycée. Une fois que vous avez le bac, vous intégrez une université et c'est l'université de droit. Donc, vous passez d'abord la licence, ensuite la maîtrise. Ensuite, vous pouvez faire un master hein, pour avoir une forme de spécialisation ou vous pouvez passer directement, intégrer directement, soit vous intégrez directement un cabinet. C'était le cas auparavant, vous faisiez un stage au Sénégal pendant 3 ans et ensuite vous passez ce qu'on appelle le diplôme, le certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ou en tous les cas, c'était l'examen d'entrée au barreau. En France, il faut savoir que il faut avoir minimum la maîtrise, mais que le concours est de plus en plus dur. Donc, on demande généralement d'avoir au minimum un bac plus 5. Vous passez l'examen d'entrée au barreau. Une fois que vous avez l'examen d'entrée au barreau, vous passez à la fin de vos 2 années un dernier diplôme qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession d'avocat et là vous devenez avocat. Sinon après il existe des passerelles. Hein. Vous pouvez devenir avocat en faisant prévaloir des compétences. Hein, si vous êtes professeur d'université ou autre, ou si vous avez été juriste pendant 8 ans, mais ça c'est le barreau qui décide et c'est sur dossier, ou si vous avez un doctorat. Donc au lieu de vous arrêter en maîtrise, vous pouvez aller jusqu'au doctorat et ensuite vous intégrer directement l'école de droit, l'école du barreau et vous passez directement le certificat d'aptitude. Il faut savoir qu'au Sénégal, c'est encore une autre exigence. Il faut avoir une agrégation en droit et là, vous êtes directement autorisé à vous inscrire au barreau de Dakar. En ce qui concerne les immigrés, en fait, comme je l'ai dit, moi, j'aide tous ceux qui frappent à ma porte et tous ceux qui souhaitent que je sois leur avocat. Après, bien sûr, comme je le disais, on choisit son avocat, mais on choisit également ses clients. Si c'est des personnes de Birassou, si je peux les aider, je les aiderai avec plaisir. En fait, les immigrés, ils peinent à avoir des papiers parce qu'en France, les textes sont appliqués de manière stricte et il faut rentrer dans des cases. C'est-à-dire que la France offre des papiers à certaines catégories de personnes. Il y a la convention bilatérale franco-sénégalaise, c'est-à-dire que la France veut offrir des papiers à des personnes qui travaillent ou à des personnes qui sont intellectuelles, à des personnes qui ont un certain niveau, à des personnes qui sont mariées avec des ressortissants français ou qui ont des enfants qui sont nés en France ou qui ont des enfants qui sont de nationalité française. Et c'est très compliqué sinon d'avoir des papiers en France si vous n'entrez pas dans ces catégories-là. Donc c'est très difficile. C'est pas impossible. Hein. Ensuite, après, il y a des voies exceptionnelles, mais souvent, ça nécessite du temps et ce n'est qu'à partir de 15 ans de présence sur le territoire français qu'on peut obtenir
des papiers de plein droit. Donc, si vous n'entrez pas dans une des catégories susceptibles d'être régularisées de plein droit, ça devient le parcours du combattant et ça devient très difficile d'être régularisé. Alors, on peut envoyer de l'argent si on a un passeport sénégalais, hein, parce que normalement les banques, elles sont pas, ou les Western Union, elles acceptent en condition qu'on a un passeport sénégalais. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'immigrés qui détruisent leur passeport sénégalais pour éviter qu'on les rapatrie en cas de contrôle. Donc c'est vrai que ça devient difficile. Généralement, quand ils veulent envoyer de l'argent, ils passent par une autre personne qui envoie à leur place, où il y a d'autres types de réseaux. Mais c'est vrai que c'est toute une organisation. Et quand vous êtes isolé, c'est difficile. Euh, Ensuite, il y a un autre problème. Pour travailler, ils arrivent à travailler. La plupart des immigrés, il faut savoir qu'ils sont dégourdis et qu'ils arrivent quand même à travailler, même sans papier. Ils travaillent dans les restaurants, ils travaillent sur les chantiers, dans la construction. Et souvent, il y en a qui arrivent à être régularisés parce qu'ils tombent sur des patrons qui ont pitié d'eux au bout d'un moment et qui leur font des promesses d'embauche pour pouvoir les régulariser. Donc, c'est possible. Il y en a qui ont plus de chance que d'autres, hein. Il y en a pour qui c'est plus difficile, mais il y a toujours des solutions. Et c'est vrai que quand ils viennent me voir, on étudie ensemble les solutions. C'est pour ça que je parlais de tout à l'heure du fait qu'il est impératif de mettre en place des coopératives à destination des femmes. Parce que quand la femme a un peu de revenus, elle peut s'assumer financièrement. Le problème dans les sociétés africaines et dans les sociétés villageoises, c'est que la femme, lorsqu'elle est mariée, elle va chez son mari et elle vit dans la maison, dans la case de son mari. Et souvent, elle vit pas forcément dans le même village que ses parents, ou quand elle ne peut pas rentrer dans le village de ses parents, dans le pays de ses parents, même lorsqu'elle est battue. Donc elle est obligée de supporter et on assiste souvent à des drames. Donc lorsque la femme peut s'assumer financièrement, elle peut ensuite subvenir aux besoins de sa famille, elle peut subvenir aux besoins de ses enfants, elle peut même avoir des terres et elle peut avoir de voies et moyens. Donc ça, c'est une première piste. Il y a également une autre piste, c'est qu'en France, c'est vrai que la femme est considérée peut-être différemment parce que les textes la considèrent différemment, quoique au Sénégal les textes existent, mais il y a une pratique qui fait que l'application des textes est difficile. Au Sénégal, il y aurait également d'autres possibilités, c'est-à-dire mettre en place des associations qui pourraient soutenir ces femmes en construisant des foyers adaptés aux femmes pendant le temps où elles subissent les violences de par leur mari. Moi, je suis avocat libéral, c'est-à-dire que je suis avocat indépendante. Il faut savoir qu'en France, les avocats d'État n'existent pas. Chaque avocat est indépendant. Il y a eu des propositions de réforme pour que l'avocat puisse devenir moins indépendant ou intégrer des sociétés. Il faut savoir qu'il y a deux types d'avocats. Il y a les avocats de profession libérale. Il y a également les avocats salariés. Mais on travaille toujours pour, comment on appelle ça, des structures privées. Des cabinets d'avocats, etc. Lorsque l'avocat intègre une entreprise, par exemple, il perd son statut d'avocat en tant que tel et il devient juriste. Voilà. Mais ça, c'est le cas de la France. Aux États-Unis ou en Angleterre, il existe des avocats dits des avocats d'État. C'est différent puisque c'est le système du common law. Alors, il existe plusieurs types de financement. Il y a les microcrédits, il y a également les subventions, parce qu'il y a plusieurs organismes qui aident les femmes à œuvrer vers plus d'indépendance. Et puis après, il y a les bonnes volontés qui peuvent également financer ce type d'initiative d'activité génératrice de revenus. Il faut savoir qu'avant d'être avocate, j'ai travaillé dans différentes structures en tant que militante associative et on a mis en place des activités génératrices de revenus au Gabon, au Congo-Brazzaville également. Et c'est vrai qu'on l'a pas fait au Sénégal. Mais c'était dans ce sens-là que je parlais de coopérative. De toute façon, il faut qu'on se voit, qu'on en discute et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble. Oui, monsieur. Alors, je vais essayer de répondre à votre question. C'est vrai que la charge d'avocat, c'est un métier très difficile et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et que notre travail ne se termine jamais. Ce qui explique peut-être aujourd'hui pourquoi je suis célibataire et que j'ai pas d'enfant parce que on sait quand est-ce qu'on va travailler, mais on sait pas quand est-ce qu'on
qu'on finit de travailler. Comme aujourd'hui, je suis avec vous, mais je suis également sur un autre dossier. J'essaie de faire sortir d'une zone d'attente un mineur, voilà, qu'on essaie d'expulser vers la Tunisie. Donc c'est vrai qu'on a un métier qui est très prenant. On travaille même le samedi, on travaille même le dimanche, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers. Il faut savoir que tant que le monde est monde et tant que les gens ont des problèmes, ils feront toujours appel à nous. Et finalement, c'est ce qui est rassurant. Donc, dans notre travail, il n'y a pas de chômage, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de responsabilités, et c'est ce qui complexifie notre travail. Madame Diop, merci pour votre question. Alors c'est vrai que le contentieux du divorce, c'était un contentieux que j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'il fait appel à la fois aux relations humaines et aux relations familiales. Et interférer dans la vie privée des gens, dans les relations familiales des gens, c'est toujours très délicat. J'aime traiter ce genre de contentieux lorsqu'on trouve des solutions. Et généralement, j'essaye de dire à la femme de trouver des solutions et à l'homme de trouver des solutions pour apaiser la rupture du mariage, parce que le divorce, c'est la rupture du mariage. Et en fait, le divorce, il sert à quoi? Il sert simplement à, euh, à mettre un terme au mariage, mais aussi à apaiser et à gérer les questions relatives au partage des biens, au partage des dettes, également les questions relatives à la garde des enfants, qui a la garde des enfants, comment les droits de chaque parent se déclinent, etc. Et là, ça paraît simple, mais quand vous avez des relations humaines, c'est toujours très compliqué, il y a de l'émotion qui s'installe. Et généralement, les gens ont du mal à prendre de la hauteur. Donc, c'est un contentieux qui est très difficile et qui fait appel à beaucoup de professionnalisme, beaucoup de responsabilité et beaucoup de grandeur. Oui, alors en France, la polygamie est interdite par les textes de loi, mais il faut savoir que ce soit les Blancs ou les Africains, tout le monde détourne ce texte. C'est-à-dire qu'en France, on reconnaît qu'une seule femme. Vous avez le droit d'aller à la mairie qu'une seule fois et vous avez le droit de déclarer qu'une seule femme. Simplement, rien n'empêche aux hommes d'avoir ce qu'on appelle deux, trois bureaux. C'est-à-dire que ce qui se passe, notamment avec beaucoup de ressortissants sénégalais, c'est qu'ils ont une femme ici. Et puis, ils ont une deuxième femme, un deuxième bureau, mais ils ne le considèrent pas comme une femme, ils le considèrent comme une compagne ou une concubine. Donc, finalement, ils se trouvent dans une situation de polygamie qui ne dit pas son nom. Mais la polygamie en tant que telle, elle est illégale en France et elle est même condamnée. La polygamie, la bigamie, tout ça, c'est condamné en France. On a le droit d'avoir un seul mari ou une seule femme. Sur la réforme des retraites, avec le coronavirus, c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de manifestation des avocats auquel tous les avocats de France ont participé concernant la réforme de retraite. Aujourd'hui, elle est plus en stand-by. C'est vrai que cette réforme, elle est plus ou moins passée, mais avec quelques amendements. Et d'ailleurs, tout est en stand-by à cause du coronavirus et du Covid. Comme je disais plus haut, tout a été arrêté. D'ailleurs, l'activité judiciaire a été suspendue pendant plusieurs mois. Les manifestations des avocats également. Donc, tout est en stand-by et les négociations, elles sont reprises entre les syndicats d'avocats, les différentes organisations représentatives du barreau et le gouvernement. Deuxième question. Alors, je vais déjà répondre à la troisième question sur la médiation. Pourquoi faut-il former les avocats à la médiation? Il faut former les avocats à la médiation tout simplement premièrement, pour essayer d'enrayer les tribunaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se rend compte que les procédures, elles sont de plus en plus longues. Et ce qui peut être géré en 2-3 mois va prendre 2 ans, des fois 3 ans, ça dépend des tribunaux français. Parce que les tribunaux sont de plus en plus engorgés par les dossiers. Oui, alors l'école de Kinon Balkunda est bien sûr reconnue par l'État du Sénégal. Elle est reconnue par la communauté de communes de Simon-Di Brasso. Elle est reconnue aussi par la commune, par le maire de Simon-Di Brasso, puisque les écoles sont à la charge des mairies. On dit souvent que c'est à la charge de l'État, mais les États décentralisent
au niveau des mairies et donc des communes. Donc, bien sûr que c'est reconnu par l'État. Les enseignants sont reconnus. Il faut savoir que un des professeurs, des professeurs d'école, oui, est à la charge de l'État du Sénégal et il est payé par l'État du Sénégal. Donc, il a été d'ailleurs muté dans cette commune à l'initiative de l'État du Sénégal. L'autre, puisque l'État du Sénégal n'avait pas les moyens de payer 2 enseignants, j'ai pris l'initiative de payer un deuxième enseignant puisqu'il y avait un enseignant pour 150 élèves. Donc aujourd'hui, on a divisé les classes en deux et j'ai pris la charge du deuxième enseignant puisqu'il y avait 2 salles de classe et dont une qui était presque fermée puisque l'enseignant ne pouvait pas se mobiliser sur 2 classes. Voilà. Moi, j'ai toujours fait mes études en France, à Lyon. C'était pas très original, hein. Moi, je suis née à Lyon. J'ai fait mes études primaires à l'école Jeanne d'Arc. D'abord, j'étais à l'école Jean Lurçat dans une école publique. Puis, mes parents m'ont payé l'école privée, une école catholique, école Jeanne d'Arc. Ensuite, j'ai fait mes études au collège Pasteur à Bron. C'est toujours dans la banlieue lyonnaise. Ensuite, je suis allée au lycée, dans le 8e, lycée Jean Lurçat. Et j'ai fait l'université Jean Moulin Lyon 3. J'ai eu un DUT carrière juridique. Ensuite, j'ai eu la licence de droit, la maîtrise. Le master, je l'ai fait dans une université privée en lien avec l'université de Lyon, Lille 2. Donc, c'était Lille cette fois-ci, mais j'ai eu la chance de pouvoir le faire à distance. Donc, j'ai pas eu à aller à Lille. Lille, c'est le nord de la France. Et puis, ensuite, le doctorat, je l'ai fait à l'université Lyon 3, toujours Jean Moulin Lyon 3, à Lyon. Et l'école des avocats, je l'ai fait à Clermont-Ferrand, en Auvergne. C'est pas très loin de Lyon, hein. C'est à 1h30 de route de Lyon. C'est dans la région des volcans en Auvergne. Oui, alors pour en ce qui concerne l'Union européenne, il faut que la personne ait un titre de séjour Union européenne, que ce soit un titre de séjour espagnol ou italien. Là, j'ai eu certains cas où il faut qu'il trouve un travail en France. Généralement, c'est dans la restauration ou dans les métiers du bâtiment. Donc, il trouve un travail en France et que ce soit l'employeur qui lui fasse une promesse d'embauche sur un document, ce qu'on appelle un document CERFA. Une fois que ce document CERFA est rempli, l'employeur doit aller à l'OFII, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, afin d'obtenir l'autorisation pour la personne de pouvoir venir en France. Une fois que l'OFII a validé ce papier, c'est assez long, hein, il faut que l'OFII envoie une convocation à l'individu, soit en Espagne ou en Italie, pour lui dire de se présenter à l'ambassade de France. Et à l'ambassade de France, on lui remet un visa de travail pour qu'il vienne travailler en France. Voilà comment ça se passe. Mais sinon, ils peuvent venir séjourner en France, faire des allers-retours. Donc, durant ces périodes-là, ils peuvent venir et rester 3 mois, pas plus de 3 mois en France. Durant ces périodes-là, ils peuvent se mettre à chercher du travail. Une fois qu'ils ont trouvé le travail, ils sont obligés de retourner et de faire la procédure comme je l'ai indiqué. Mais c'est vrai que c'est faisable, mais il faut s'armer de patience et de courage. En ce qui concerne les immigrés qui sont bloqués au Sénégal, il faut savoir que leur titre de séjour est valable 6 mois. À compter de l'expiration, compte tenu de la crise sanitaire, il y a une ordonnance qui est sortie au mois de mars 2020 qui proroge, donc qui renouvelle automatiquement les titres de séjour qui sont expirés entre la période du Covid, c'est-à-dire entre le mois de mars jusqu'au 15 juin, même après. Donc, si vous avez des titres de séjour qui sont expirés, vous pouvez quand même prendre un billet d'avion et imprimer l'ordonnance je le mettrai peut-être dans Brasso en direct, parce que là, je suis pas au bureau, mais il y a une ordonnance qui est sortie et qui permet à ces immigrés-là de quand même prendre un avion, et lorsqu'ils se présentent aux douanes françaises ou même à l'aéroport, on les laisse embarquer puisque leur titre de séjour, même s'il est périmé du fait du confinement et du Covid, il a une durée de validité de 6 mois. Donc, si votre titre de séjour arrivait à expiration, moi, je sais pas, le 2 juin, vous avez jusqu'au 2 décembre 2020 pour pouvoir renouveler vos papiers. Donc, il y a une tolérance et du fait de la crise sanitaire. Pour ces informations,
Je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de m'avoir posé les questions durant l'interview. Je souhaite à tout le monde un bon week-end et un bon dimanche. À très bientôt.